Salut à tous! Alors aujourd'hui je reviens comme convenu pour vous faire cette petite vidéo sur mon parcours concernant les troubles du comportement alimentaire. Alors je sais, j'ai mis beaucoup de temps pour la faire, je vous avais dit que ça serait plus rapide mais c'est vrai que ça n'a pas été évident. Mais bon voilà, il faut que je me lance, alors je me lance. Donc ce que je vais faire c'est que celle-là je vais vraiment la faire en deux parties cette fois-ci parce que sinon ça va être trop long. Donc la première partie tout simplement je vais vous expliquer un petit peu mon parcours dans l'ordre chronologique et puis ensuite je m'attarderai sur les points qui me paraissent essentiels pour moi concernant ma guérison tout simplement. Donc on se lance. Alors donc en fait moi tout a commencé lorsque j'avais 17 ans. Donc ça commence à remonter, hein, j'en ai 28 dans une semaine maintenant. Même pas, j'aurai 28 ans samedi. Donc ça arrivait progressivement, rien n'est arrivé d'un coup. Il est vrai que les choses se sont installées petit à petit. Il faut savoir que là je vais vous parler avec beaucoup de recul, puisque bon, j'ai quand même 10 ans de recul sur tout ce qui s'est passé, mais à l'époque où je suis tombée dedans, j'avais conscience vraiment de rien. Je ne me doutais pas que quelque chose ne tournait pas rond, j'avais tendance à minimiser beaucoup le truc aussi. Donc ce qui s'est passé, c'est que je commençais à manger certaines quantités astronomiques, mais ça a été progressif, hein, c'était pas des crises de boulimie gargantuesques dès le départ. Au début je commençais par manger un paquet de gâteaux entiers, et puis petit à petit je rajoutais des choses, et puis après je faisais des restrictions alimentaires de façon à compenser. Par contre ce qui est arrivé, enfin j'ai ce souvenir là, ce qui est arrivé d'un coup, c'est que j'avais un sentiment de mal-être très très profond à 17-18 ans, mais vraiment oui, ce que je tiens à dire, j'ai oublié de vous dire au début de la vidéo, évidemment il y a certaines choses que je ne pourrais pas aborder dans cette vidéo, même si elles mériteraient d'être abordées, ne serait-ce que pour protéger mes proches. Donc je vais être obligée de ne pas dire certaines choses, mais enfin, vous comprenez bien que voilà, il y a des choses qui sont beaucoup trop personnelles. Par contre, je vous expliquerai vraiment comment j'ai pu m'en sortir et par quel processus. Donc à 17 ans, pour vous resituer un petit peu le truc, donc j'étais au lycée, j'étais interne. Et donc en fait j'étais à l'internat et c'est là que ça a commencé vraiment, je pense que oui c'est quand j'ai commencé donc l'été d'avant à faire des crises de boulimie, et ensuite c'est un petit peu dur de remettre tout en place, surtout que j'ai pris aucune note, je vous dis ça comme ça vient comme ça sort. Et donc en fait après donc au mois de septembre je suis rentrée à l'internat et les choses se sont vraiment accélérées au niveau de la boulimie. J'ai même des souvenirs assez, vous savez, comme des flashs un peu, je revois un petit peu la chose. Donc je me souviens qu'on mangeait, je vous donne des petits exemples comme ça pour que vous puissiez un petit peu mieux imager le truc. Je me souviens donc qu'on mangeait au self, et avant d'aller manger, on mangeait très tôt, vers 6h15. Et avant d'aller manger, je me souviens que j'étais capable de me taper un paquet de gâteaux avant d'aller dîner. Et tout me semblait complètement normal. Donc j'avais pas du tout la conscience des choses. Bon bref, je commençais, enfin en même temps en fait, dans la même période, je commençais à avoir une obsession du poids qui était vraiment, qui devenait vraiment très très importante. Alors faut savoir que moi j'ai toujours été très mince, hein, même gamine, j'ai toujours été plutôt mince, même très mince. Ado, et j'ai jamais eu de problème de poids ou ce genre de choses, hein, j'ai jamais eu ce type de soucis. Par contre je me souviens de quelque chose toujours vers ces 17 ans, c'est que il y a un moment dans une boutique, j'allais me promener avec une copine et dans une boutique de vêtements je me suis regardée dans une glace, chose qui m'arrivait relativement souvent comme vous toutes, mais sauf que là la vision de mon corps a été complètement altérée. Je me suis regardée et puis enfin surtout au niveau de mes cuisses en fait, je me suis trouvée grosse. Mais vraiment j'ai été choquée, je me souviens avoir été vraiment choquée.
Objectivement, aujourd'hui, je sais que ce n'était pas le reflet de la réalité. J'avais un poids tout à fait normal, mais disons que ça a été, comme je vous l'ai expliqué dans ma vidéo précédente, disons que ça a été un prétexte. J'ai pris ce prétexte, enfin, un prétexte, c'est un petit peu péjoratif comme terme, mais disons que ça a été... j'avais une souffrance interne et il a fallu que je me focalise sur quelque chose. Alors certains ça va être l'alcool, certains ça va être la drogue, certains ça va être... Voilà, tout ce qui peut faire que l'on va canaliser une souffrance interne. Voilà, et moi mon addiction ça a été l'obsession de mon apparence, l'obsession de cette minceur, enfin voilà, ça a été vraiment une obsession. Après tout s'est enchaîné mais très rapidement. Forcément, comme au début je ne me faisais pas vomir, j'ai pris du poids et là c'était plutôt... mais ça a été en douceur puisque je faisais aussi des grandes restrictions alimentaires, mais quand même j'accumulais, je commençais à accumuler un peu les kilos, ce qui est tout à fait normal parce que quand vous faites des crises de boulimie, pour donner une idée à ceux qui ne savent pas, c'est des quantités, mais vous pouvez manger en quelques heures ce que vous mangez normalement en l'espace de 4-5 jours, enfin c'est une horreur quoi, c'est des quantités qui font peur les personnes qui ne traversent pas ça. Et donc forcément j'avais pris du poids et là je suis tombée dans l'engrenage, c'est-à-dire que j'avais cette souffrance intérieure qui faisait que j'avais vraiment besoin de compenser avec la nourriture, mais je ne voulais pas grossir. Donc c'est là qu'est venue la pire chose je pense dans toute cette histoire, ça a été le fait de se faire vomir. C'est un engrenage infernal parce que vous vous dites, dans l'absolu, je mange, je me fais vomir, j'ai recours à ma pulsion pour m'apaiser et puis je vais me faire vomir, je prends pas de poids. Dans notre vision des choses à l'instant T, on a vraiment l'impression que c'est le remède miracle. Or, on est complètement dans le faux, évidemment. Et là, c'est la spirale infernale, c'est-à-dire que vous mangez... En fait, vous êtes en plus contente de faire quelque chose qui est contre nature, en fait. Vous avez le sentiment, un espèce de sentiment de toute puissance. Moi, je bouffe. Je vais peut-être utiliser des mots un peu crus parce que vraiment, je parle avec mon cœur, mais ne m'en voulez pas. C'est une période de ma vie très... j'ai pas envie de vous mentir, en fait. C'est soit je vous dis le truc, enfin... j'aurais le sentiment de pas vous dire vraiment les choses en toute franchise si j'utilise pas des mots qui vont avec ce que j'ai vécu. Donc le truc, c'était je bouffe, je me fais vomir. C'est la solution idéale, ça y est, j'ai trouvé le truc. Je me calme et j'apaise cette pulsion, j'apaise cette tension interne que j'ai et je me sens bien et je maigris. Donc ça a commencé, à partir du moment où j'ai commencé à me faire vomir, ça a été l'enfer. Ça a été l'enfer, c'est devenu de plus en plus récurrent, c'est devenu... j'étais franchement dans l'obsession mais la plus abjecte de la perte de poids. Pour vous donner une idée, il m'arrivait de me peser mais je sais pas, jusqu'à 20 fois par jour, c'était n'importe quoi. Je me levais, pour vous dire le pathétique du truc, je me levais, j'allais aux toilettes comme beaucoup de gens. Enfin, je me pesais, j'allais aux toilettes, puis je me repesais pour voir combien j'avais perdu. Enfin, c'était une obsession, quelque chose d'absolument irraisonné, mais sur le coup, pour moi, c'était... je me rendais pas compte, j'avais absolument pas conscience des choses. Puis, à cette période, j'avais un copain, nous sommes restés un an ensemble. C'était très dur parce qu'il vivait chez mes parents avec moi. Et bon, comme moi je tombais complètement là-dedans, il a été très à l'écoute, mais par son comportement, il a... disons que voilà, j'étais devenue en plus, enfin, pour vous dire un petit peu les choses, je suis désolée, hein, c'est un petit peu décousu, mais c'est vrai que j'ai du mal à regrouper toutes les idées, c'est pas évident. Dans le même temps, en fait, évidemment, vous perdez confiance en vous quand vous faites quelque chose comme ça. Déjà que j'avais pas beaucoup confiance en moi à la base, j'étais quelqu'un de très timide, très renfermé, et voilà. Mais en plus, vous devenez, vous avez le sentiment, petit à petit, on prend conscience des choses. Quand on mange et quand on se fait vomir, on se sent après comme une merde, mais vraiment, vous vous sentez mais comme une moins que rien. Il y a un sentiment de culpabilité qui est horrible.
Et puis bah, disons que dans ma relation de couple, j'étais devenue insupportable parce que j'étais maladivement jalouse, mais vraiment, je me pourrissais la vie. Et pourquoi j'étais maladivement jalouse? Tout simplement parce que pour moi c'était inconcevable de penser qu'un homme puisse m'aimer alors que j'étais, mais vraiment, pour moi j'étais une merde quoi, il y a pas d'autre mot à dire, c'était ça. Donc du coup je me disais toujours, mais de toute façon, en un claquement de doigts, en plus c'était un beau garçon, je veux dire il avait toutes les filles à ses pieds, en un claquement de doigts il pouvait trouver une fille plus équilibrée et qui n'ait pas ce type de problème. Bon, à l'époque on était très jeunes, on n'avait pas, enfin lui comme moi, on n'avait pas le même recul que maintenant. Et donc, voilà, j'avais tendance à être très très jalouse, à être très suspicieuse, voilà. Bon, il se trouve qu'après, je vais pas vous raconter les détails de cette histoire, mais il se trouve que finalement j'avais pas vraiment tort d'être jalouse. Et voilà, mais bon, la personne vers laquelle il s'est tourné à l'époque, disons que elle, pour le coup, c'était une vraie ordure. Bref, passons. Donc ensuite, donc voilà, il y a eu cette relation qui ne m'a pas forcément apporté du bien. J'étais toujours chez mes parents, je vais vous passer un petit peu parce que ça va être très dur de résumer 10 ans en une vidéo, donc je vais passer un petit peu certaines périodes. En fait, après ce qui s'est passé, excusez-moi, je suis pas très installée, j'ai changé de place et voilà. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé donc à prendre conscience des choses, à me dire vraiment qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et notamment par le biais de la télévision, quand il parlait des troubles du comportement alimentaire, voilà, je me reconnaissais chez certains témoins, et je me disais que... Enfin, je commençais à prendre conscience de l'absurdité de mon comportement. Donc à ce moment-là, j'ai décidé de... Enfin, j'avais conscience des choses. Déjà, quand vous commencez à avoir conscience qu'il y a quelque chose qui ne va pas, quand vous prenez conscience, déjà vous êtes on va dire sur la bonne voie. Ça ne veut pas dire que vous êtes guéri, loin de là, mais c'est très important et c'est même primordial d'avoir ce déclic pour pouvoir entamer le processus de guérison. Je vous parlais dans ma précédente vidéo de l'importance de la compréhension de l'entourage. C'est quelque chose qui est primordial dans mon cas. Donc je vivais chez mes parents, je suis partie chez mes parents à 23 ans, je vivais chez mes parents et je me souviens que, par exemple, hein, encore une petite anecdote, donc je mangeais, j'essayais autant que faire se peut de continuer de manger avec eux pour pas qu'ils puissent déceler un changement dans le comportement. Mais je mangeais, en fait ce que je faisais, c'est que je mangeais en grosse quantité avec eux, c'est-à-dire que j'avais tendance à me resservir et tout, machin. Et puis ensuite je montais dans ma chambre et puis je continuais ma crise de boulimie avec la nourriture que j'avais mangée et que j'avais achetée au préalable. Et donc un jour, et là ça a été le clash total avec mon père, un jour mon père m'a dit à table mais tu vas finir grosse comme une truie à te resservir comme ça, tu vas finir énorme, enfin des paroles très très blessantes. Et là, disons que toute la rage que j'avais en moi, elle est sortie à ce moment-là. Je l'ai regardé et je lui ai dit écoute papa, tu comprends pas que je me fais vomir. J'ai encore l'image en tête de mon père qui m'a regardée et qui m'a dit je veux pas d'une folle à la maison, donc tu vas prendre tu vas faire tes valises et tu vas te casser. Et donc s'en est suivi une scène que je préférerais oublier, mais bon, qui est là et c'est comme ça. Donc je suis montée dans ma chambre, je me suis effondrée en larmes, voilà, là c'était pire que tout, c'était que j'avais le sentiment d'être, en plus d'avoir ce poids énorme sur les épaules qui était mon mal-être et cette maladie, bah, j'avais l'incompréhension de mon père. Et donc je suis restée dans ma chambre, je n'ai plus rien dit, et puis ensuite bah, mes parents se sont expliqués longuement, ont discuté. Disons qu'après mon père a eu comme réaction, je pense qu'en fait avec le recul, c'est pas vraiment blâmable en fait. Je vais vous expliquer pourquoi, et Dieu sait si à l'époque j'en ai voulu, mais c'est pas blâmable dans le sens où en plus, je suis fille unique, donc c'est d'autant plus difficile quand vous avez qu'un enfant qui souffre, c'est que vous pouvez pas vous rattacher aux autres, donc bon, voilà.
Et surtout quand vous êtes face à cette maladie, il faut aussi bien comprendre que les proches se sentent complètement impuissants. Ils se sentent impuissants et puis vous avez certaines personnes qui vont réagir en étant apathiques et vont avoir voilà, pour réaction, voilà, ils vont être hébétés et ne pourront rien dire. Vous avez aussi les gens qui vont réagir avec la violence verbale, qui vont avoir envie de vous faire réagir, vous, et donc du coup vont avoir une réaction totalement épidermique qui en fait empire le truc, mais sur le coup ils ne le savent pas. C'est pour ça que je vous dis que bon, j'ai beaucoup de recul maintenant là-dessus et que j'en veux même plus à mes parents. Et voilà, donc ça a été très difficile sur le coup, vraiment. J'en ai vraiment beaucoup souffert. Je me suis sentie seule, terriblement seule. En plus, forcément, quand vous êtes là-dedans, vos relations sociales s'en retrouvent altérées. Alors, entre les amis qui vous tournent le dos parce qu'ils trouvent qu'il y a un changement, et il y en a un, oui, c'est certain qu'il y en a un, mais bon, en même temps, les amis doivent vous accepter comme vous êtes, et normalement sont là pour vous épauler. Mais d'un autre côté, je me dis que ça m'a permis de faire un tri salvateur entre les personnes qui en valaient la peine et les autres. Et puis, donc du coup, vos relations sociales s'en trouvent altérées puisque déjà vous n'avez plus envie d'aller au resto. Le resto, ça devient une corvée. Vous n'avez plus envie de voir du monde parce que vous avez cette obsession de la bouffe H24, mais vraiment H24. Et quand je dis H24, c'est même la nuit, quoi. Je faisais des rêves, mais je vous explique même pas. C'était des rêves, mais complètement absurdes. Enfin, ouais, un petit trait d'humour, je rêvais que je me faisais bouffer par des éclairs au chocolat, enfin des trucs... ça c'est un rêve qui revenait régulièrement et je pense que symboliquement ça doit signifier quelque chose. Les rêves ont toujours une signification et en général sont des messages. Et donc, bon, c'était vraiment une obsession. Et donc ces relations sociales, enfin, j'en suis arrivée à un point où j'avais que très peu de personnes autour de moi. Et il y a aussi un moment où je me coupais du monde volontairement parce que j'étais dans mon truc, j'étais repliée dans ma bulle, comme je disais souvent, et que de toute façon, j'avais vraiment le sentiment que personne ne pouvait me comprendre. Et puis cette obsession, en fait, me prenait vraiment trop de place dans mon psychique pour pouvoir envisager autre chose. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est que, bon, avec mes parents, ça s'est un petit peu arrangé dans le sens où les choses se sont un petit peu calmées. Alors, j'ai eu aussi ma maman qui a eu certaines paroles très blessantes, notamment le fameux truc du mais tu sais, il y a des gamins qui crèvent la dalle dans le monde et toi tu te fais vomir, tu bouffes et tu te fais vomir. Bon, je pense que c'est quand même important que je le souligne, même si je sais que ma maman va regarder cette vidéo et qu'elle sait que je l'aime de tout mon cœur et que c'est la personne la plus importante pour moi, je le souligne quand même parce que ce sont des paroles qui sont importantes si vous les avez entendues aussi. C'est pareil, je n'en veux absolument pas ma maman, je comprends qu'elle ait réagi comme ça à l'époque. Quand on vous dit ça, bah forcément ça vous fait encore plus culpabiliser. D'autant plus que... Alors certes, en théorie c'est vrai, en théorie, oui, bien sûr, vous avez des enfants, de la famine dans le monde, c'est quelque chose d'horrible. En théorie c'est vrai que d'un point de vue extérieur, vous faites du gâchis, c'est vrai, et il faut le reconnaître, c'est vrai, on mange, on se fait vomir, c'est d'une absurdité sans nom, et oui, c'est quelque chose qui est vrai. Maintenant, et ça c'est très important pour tous les proches qui me regardent, c'est que aucune souffrance, qu'elle soit physique ou morale, n'est blâmable. Voilà, à partir du moment où vous avez intégré ça, je pense qu'on ne peut porter aucun jugement sur la façon de souffrir. La nourriture, pour moi, ça a été la conséquence. Comme ça aurait pu être le fait de me faire du mal à moi-même, je sais pas, moi, en me scarifiant, en ayant un comportement destructeur. Donc à partir du moment où on intègre ça, et ma maman l'a intégré très rapidement, elle s'en est voulu pour les paroles qu'elle a eues, mais je lui en veux pas parce que c'est vrai que on peut comprendre, mes parents m'ont toujours appris à ne pas faire de gâchis avec la nourriture et voilà, et donc oui, c'est quelque chose qui, en fait, quand vous arrivez à avoir un recul suffisant sur tout ça, je me souviens qu'à l'époque j'en ai voulu beaucoup à mes parents, que j'étais super mal et que c'était pas facile, mais maintenant que tout ça est fini, vous avez tendance à plus comprendre le comportement des autres parce que vous avez plus de recul sur tout ça, et puis que votre souffrance elle est apaisée, et donc du coup vous êtes davantage objectif par rapport à ce que les autres ont pu vous dire.
Ensuite, donc, pour reprendre un petit peu chronologiquement l'histoire. Donc après, qu'est-ce qui s'est passé? Donc j'ai pris conscience des choses. Je suis... maintenant, je vais vraiment aborder la maladie au sens strict du terme. Donc mes parents après m'ont aidée dans le sens où ils ont voulu tout faire pour que bah, je m'en sorte. Ils ont notamment ils ont financé les psys ou voilà ce genre de choses, parce qu'évidemment à l'époque hein, j'étais étudiante, je n'avais aucun revenu. Alors justement, là ça va être un volet très important dans cette vidéo, c'est tout ce qui est psy. Donc je vais vous parler un petit peu de tous les psys que j'ai pu côtoyer. Psychiatre, psychologue, psychothérapeute, j'ai vu aussi... oui, j'ai eu recours aussi à l'hypnose, j'ai eu recours à l'acupuncture, j'ai eu recours à quoi d'autre oui, les thérapies comportementales, vraiment plein de choses. Bon, alors c'est bien simple, alors, évidemment c'est mon expérience propre, hein, encore une fois, mais ça me paraît primordial de vous le dire parce qu'il se trouve que bah, par exemple avec les psychiatres j'ai eu que des désillusions. Les psychiatres donc ça va être des médecins, donc eux ils seront habilités à vous prescrire des antidépresseurs, ce genre de choses. Alors les psychiatres déjà, je vais vous dire un truc, j'en ai pas un qui m'a... Enfin j'ai même pas le souvenir d'avoir eu quelqu'un en face de moi qui me parlait. C'est-à-dire que je faisais des monologues H24. Donc voilà, déjà quand vous n'avez pas l'habitude de vous confier, c'est pas super facile, mais si en plus la personne en face de vous n'a pas le répondant, vous avez l'impression que vous l'enquiquinez plus qu'autre chose, c'est encore plus délicat. Donc voilà, j'avais ces très chers monsieur, en général c'était des hommes qui étaient en face de moi et qui m'écoutaient, qui parfois j'avais même le sentiment qu'ils ne m'écoutaient pas, et puis à la fin bah, ils vous demandent 50 €, 60 € et plus si affinité.